Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrum, explorer la beauté sacrée du monde et des humains qui l'habitent. Je vous emmène en voyage hors du train-train quotidien pour voir le monde avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, je me suis rendu à Montréal avec un vieil ami, Monkey, David, un rappeur bien connu du milieu hip-hop, un artiste peintre muraliste qui a une centaine de murales à son actif seulement à Montréal et partout dans le monde. Il va nous parler de sa philosophie de vie, de sa relation au sacré, de sa spiritualité et beaucoup plus encore. Restez jusqu'à la fin pour avoir un petit aperçu de son talent poétique. On écoute. Bon, on va prendre une marche OK. avec Wow. le seul et l'unique. Ouais, ben les seuls et uniques. T'as plusieurs en dedans de toi? Non, mais toi aussi, t'es Ah ouais, c'est vrai. seul et unique. C'est On est vrai. deux seuls et uniques. Ça fait un bon moment qu'on est dû pour cette conversation-là, je crois, en plus. Ben ouais. On a construit à plusieurs moments de notre évolution personnelle. On a eu des moments où on a pu se rassembler et comparer nos découvertes, nos perspectives sur le monde. Donc, je suis très content qu'on ait à ce moment-là encore et que ce soit documenté. Ouais, complètement. Très cool, mon bro. Hey, je commence avec une première question. Allons-y. Qu'est-ce qui a fait que t'as accepté de venir prendre cette marche avec moi? Ben, le fait que... Ben, tu viens un peu de le dire, mais... Oui, c'est ça. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est vraiment plus personnelle, du fait que j'aime bien passer du temps avec toi. Donc ça va nous permettre de passer du temps ensemble. Ouais. L'autre question, c'est que je sais que tu es une personne stimulante intellectuellement. Donc je savais que ça allait naturellement déboucher sur des échanges intéressants. On va Ouais. passer par la ruelle qui est là. Puis l'autre raison, ben, il y a la raison aussi simple de j'ai l'impression d'être sur Terre pour une mission particulière et de faire entendre cette mission-là est toujours cohérent avec mon désir d'avoir une influence et de marquer mon époque et Ouais. et mon environnement. Ouais. Il y en a mille et une raisons, hein. Complètement. Juste parce que j'aime converser et que l'inspiration la plus grande dans ma vie demeurera l'être humain. Donc voilà. Donc c'est une manière de m'inspirer. Tu vois, je vais écrire une chanson, je vais en studio après cet échange-là. Et moi, presque toutes mes chansons maintenant sont écrites sur le moment et en s'approvisionnant de tout ce qui a eu lieu dans l'expérience humaine du moment. C'est pour ça que je fais beaucoup de chansons pendant que je suis en Afrique, pendant que je voyage, parce que ça me permet d'absorber directement les épices du moment. Et donc là, je sais très bien que la conversation qu'on aura influencera ma session d'écriture qui viendra juste après aussi. Donc, Ouais. tout ça est super bien synchronisé. Ah. Parce que moi, de mon côté, ce qui a fait que j'ai pensé à toi, Ouais, c'est... ben, ça résonne beaucoup ce que tu dis par rapport aux échanges qui sont stimulants. Puis je te vois dans ta quête spirituelle, puis comment tu t'amènes dans le monde comme une légende, là, tu sais, une légende vivante là, qui utilise tous les dons qui lui ont été offerts par le Créateur, la vie, c'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire la peinture, le voyage, l'échange le social. voyage, puis qui s'amène avec un grand cœur comme ça, puis on vient juste le voir avec ton voisin, déjà, l'intégration. Ben oui, ils viennent d'arriver puis, du Cameroun. Je sais Côte que c'est d'Ivoire. pas... De la Côte d'Ivoire, c'est ça, je dis Cameroun, mais de Mais- l'Afrique de l'Ouest et tout. Et je sais que c'est pas évident pour les gens de s'intégrer à l'individualisme et à l'isolation c'est ça. nord-américaine. Donc, pour moi, j'essaie de lui montrer l'hospitalité africaine Ouais. que tous ses confrères me montrent chaque hiver, chaque fois que je suis là-bas. Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, je reviens, j'habite à Saint-Émilie-de-l'Énergie, comme Ouais. tu le sais, puis je fais juste des petits ajustements. L'énergie. L'énergie, le village de l'énergie. Ouais. Puis, tu sais, c'est très différent l'accueil. Puis, c'est drôle parce que tu parlais du Sénégal tantôt. sûr. Puis, la dernière marche que j'ai faite, c'est avec Mimo Ibrahima, qui est un Sénégalais d'origine, un Québécois, mais qui habite à Saint-Émilie. OK. Wow. Fait que c'est la dernière marche que j'ai faite. Incroyable. Puis là, maintenant, je suis rendu avec un Québécois qui passe ses 11 dernières hivers C'est en 11 années Afrique. d'hiver en Afrique. Donc, il y a comme une continuité. La vie C'est vrai. offre une C'est continuité vrai, c'est vrai, c'est logique. vrai, 100%. Puis, Puis, ben, c'est- ça, c'est magnifique. Je lui parlais d'intégration, justement, comment ça s'est passé, tu sais, d'être intégré dans un village québécois, l'interculturalisme et tout ça, tu sais. Puis c'est fascinant, tu sais. Il y a comme des fois, on dit, ah, tu sais, les Québécois, on est individualistes, on est comme, à la limite, même le phénomène Hérouville, là, tu sais, là, un Ouais. peu raciste, ces bars et tout, mais
c'est comme une caricature, tu sais, on n'est pas ça, tu sais. Non. Puis je pense que tu en es une preuve Oui, vivante. c'est vrai. là. Non, je pense qu'au contraire, je pense que le peuple québécois est naturellement un peuple curieux et ouvert sur le monde. Mais je crois qu'il y a une forme de xénophobie qui est créée Ouais. et qui est promue modernement. Dans les 15 dernières années, on a la peur de l'islam, on a la peur de l'autre, on démonise certains peuples pour aller leur voler les ressources impunément. Et donc, c'est sûr qu'il y a, c'est sûr que On a il y a une caméra, nous autres, différence envers le. Moi, je trouve qu'il y a une différence envers le Québec d'il y a 25 ans et le Québec d'aujourd'hui. Ouais. Je crois que j'ai fait une chanson récemment qui s'appelle L'Autruche Blanche. Et je crois que mes amis blancs qui ont que des amis blancs ont une déconnexion avec la vie qui est différente de mes amis blancs qui ont des amis de partout autour du monde. Ouais. Je crois que de recevoir la relation à l'interculturalisme seulement à travers les médias et pas dans sa vie personnelle est une grave erreur parce que Exact. tu permets aux médias de contrôler ta narrative de la compréhension de Exact. qui est l'autre plutôt que d'avoir une relation empathique avec l'autre. Exact. Et donc, moi, je crois que c'est là qui est la problématique de notre société. Mais je crois que naturellement, le Québécois est un être humain ouvert, et un être humain accueillant, et un être humain humble. Ouais. Mais je crois que ça se perd petit à petit dans la modernité des choses avec cet individualisme-là qui est quand même globalisé, qui n'est pas réservé au Québec, qui est vraiment qui est nord-américain, qui est occidental en général. Et donc, une manière simple de combattre ça, c'est de parler à ses voisins, d'avoir une jolie conversation d'accueil avec ses voisins. Et voilà. Et voilà. Je vous présente la murale. Je te présente cette Ouais. murale-là. Allons-y. C'est une murale, elle a une certaine époque quand même. On Elle t'entend a, dans le micro. attends, je pense que c'est écrit ici, 2017. Donc c'est une murale de 2017. C'est une murale que j'ai fait pour la ville de Montréal en 2017. Et c'était le programme des ruelles vertes de Montréal. Donc des murales comme ça, je dois en avoir peut-être une centaine à Montréal. Et donc, ça, c'en est une que j'aime beaucoup. Et ils ont même installé mes logos sur la plaque ici, où il y a les plantes. Il y a même mes logos intégrés. Tu vois, le chat de ruelle dans Ouais, Rosemont. Très cool. Bon, voilà. Tu me demandais si j'avais des murales dans le coin. Ben ça, c'est... Ouais. c'est une Tiens, on de va mes juste se murales faire dans le un coin. petit thumbnail si jamais tu. C'est bon, j'ai recherché ça. Très bien. Et puis là, on se dirige, on marche. Ouais. Tu nous leads. Ah, ben, en fait, tu connais un peu plus le OK. quartier. Bon, ben, moi, on je va te suis. marcher le long de Pineuve, disons, ou le Ouais. long de la ruelle qui longe. Donc, Euh, c'est ça, on parlait d'interculturalisme, puis la rencontre de l'autre. Puis c'est exactement ce qui me pousse à repartir ce projet-là. OK. Puis je l'avais fait il y a 5 ans environ. J'avais comme démarré un peu de manière, comment dire, prototypale. Puis je me rappelle, j'étais venu te voir, j'avais Yep. fait une entrevue. Yep. Mais j'avais pas continué la démarche, tu sais. Puis là, je suis vraiment rendu. Il y a quelque chose qui m'est venu dans les dernières semaines, les derniers mois. Je me suis dit, non, je vais recommencer, puis je vais vraiment l'enraciner à quelque part dans mon village, Trop bien. mais ouvert sur le monde, tu sais. OK, ouais. Un peu comme l'exemple qui me vient souvent, c'est Fred Pellerin, tu sais. Oui. Parce que Platon, il disait les storytellers rule the world, tu sais, les Ah. raconteurs, 100%. tu sais, on est fait d'histoire, tu sais. Et là, de partir à la recherche du sacré, qu'est-ce qui reste du sacré dans notre monde, en tendant une main vers l'autre, tu sais, Ouais. vers les autres cultures, vers les autres générations. 100%. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est un. Là, tu choisis de le faire de manière. Avec un projet, de manière professionnelle, si on veut. Mais je crois que c'est un parcours que tu fais de manière personnelle depuis toujours aussi. Ouais. Je crois que on a une curiosité vers l'autre qui nous permet d'être des collectionneurs de petites histoires. Et je crois que là, tu les collectionnes en vidéo plutôt que seulement de les collectionner dans ton âme et ton expérience humaine. Exact. Mais moi, je crois que c'est ma plus grande ressource première en tant qu'artiste. Moi, c'est les histoires des autres qui m'aident à comprendre mon histoire, qui me donnent de l'inspiration pour continuer à conter des histoires. C'est Ouais. vraiment, même si l'imagination est une chose infiniment puissante, l'imagination s'inspire de la vraie vie. Et donc, toutes les vraies conversations que je peux avoir dans ma vie vont m'aider à pousser mon imagination sur comment interagir avec le monde et comment trouver l'histoire parfaite à conter
à ma génération. Ouais. Puis, dans le fond, ce que j'entends de ta démarche artistique, ce que je trouve fabuleux, c'est que, comme tu disais, tu essaies d'être un artiste qui est comme un témoin de son époque Mhm. et qui, en même temps, en amenant ta couleur, euh, participe à la transmutation aussi de son époque. 100%, ben, que Dieu nous le permette d'établir ce processus-là avec force. On a une influence sur notre vie, on est les créateurs de notre destinée, les co-créateurs de notre destinée. Et je crois que tu parlais tout à l'heure que j'utilise tous mes atouts. Ben, moi, j'ai grandi avec l'idée que tu vas être jugé sur la quantité de dons que tu as reçus, tu vois. Si moi, j'ai reçu des grands dons et que dû à la paresse ou dû à la peur ou à la procrastination, je n'utilise pas le plein potentiel des magnifiques dons qui m'ont été donnés, Ouais. eh bien, j'aurais échoué. Pour moi, c'est vraiment mon urgence de vivre et enraciné dans l'idée d'utiliser le plein potentiel du temps que j'ai reçu, de l'énergie que j'ai reçue, des talents que j'ai reçus et des histoires qui me sont contées. C'est pour ça que je suis obsessivement productif. C'est comme si j'avais cette C'est ça. dette-là envers la vie, de la vivre pleinement. Tu sais, que ma manière de rembourser la dette de ce magnifique cadeau qui est la vie et de la prendre au sérieux et de vivre chaque seconde à son plein potentiel. Wow. Ce qui fait que je me dois de peindre, d'écrire, de célébrer et de danser la vie à chaque occasion possible, comme dans cette entrevue. Wow. Ça me touche. Ça me touche. Qu'est-ce que tu nommes? D'être en ta présence aussi. Ben, c'est une bénédiction de moi. Je crois qu'on. Y a-t-il une entrée pour avoir accès? Non, il faut vraiment retourner sur Sherbrooke ouais. pour avoir accès à l'entrée. Sinon, il y a ce parc-là qu'on peut Ok. avoir plus accès. Allons-y. Moi, je pense que c'est une des chances que j'ai, une des richesses que j'ai. J'ai écrit une chanson à l'époque qui s'appelait Cash Down. Puis, ça parlait de à quel point ma richesse, c'est les gens qui croient en moi, les gens de mon entourage qui m'aident à approfondir mes projets. Et donc, je te considère comme faisant partie de mon inventaire social, des gens qui ont une force de l'âme, une force intrinsèque, que peu importe ce à quoi ils vont toucher, ça va faire rayonner la bienveillance et la créativité, tout ça. Donc, pour moi, c'est dans la même lignée que je te rencontre aujourd'hui. C'est beau. Le plein potentiel. Ouais. Il y a quelque chose de. On a nommé la poésie. Toi, tu es dans le milieu du rap. Oui. Considères-tu hip-hop aussi? Ou, Ben, en fait, c'est la différence? ouais, ben c'est comme la différence entre les quadrilatères et les carrés. Les carrés, c'est une chose qui fait partie des quadrilatères. Ouais. Donc, le rap, c'est un médium artistique qui fait partie de la culture hip-hop. Donc, naturellement, moi, je suis submergé dans la culture hip-hop. J'ai commencé, je créais mes propres musiques, je rappais, je dansais, je faisais du graphe. Maintenant, je fais majoritairement que rapper, que la partie poétique et la partie visuelle. Mais le hip-hop est basé aussi beaucoup sur une idéologie particulière. Il y a plein de codes éthiques qui font partie de cette culture-là. L'idée de combattre l'oppression, l'idée de donner voix à ceux qui sont sans voix, l'idée de... Il y a un truc qui revient toujours, c'est payer ses dues. Dans le hip-hop, payer ses dues, ça veut dire faire ses devoirs, connaître la culture, connaître qui sont les piliers de cette culture-là. Ouais. Il y a l'idée aussi très importante dans le hip-hop de keep it real. Ça, c'est l'idée de l'authenticité, l'idée de se connaître, de ne pas copier les autres et de vraiment faire les choses à sa sauce. Son essence, d'être en lien avec son essence. Exactement. Et donc, pour moi, oui, même si je pratique les médiums du hip-hop, je pratique aussi l'idéologie et la philosophie du hip-hop originel, qui est celle un peu comme tu parlais tout à l'heure, de donner du respect intergénérationnel. Pour moi, le hip-hop a aussi beaucoup été l'alternative à la modernité. C'est comme si le hip-hop me permet de garder un pas dans le fonctionnement tribal, dans le savoir alternatif, dans la spiritualité non conventionnelle, dans les connaissances non institutionnalisées. Et tout ça, le hip-hop, la musique rap, la musique reggae, le dancehall, tout ça m'a permis
de mieux connaître le monde de par son alternative, de par sa contestation. On est né dans un monde caucasien, eurocentrique, et d'avoir accès à la narrative, au témoignage et à l'histoire des peuples qui ont été victimes de la colonisation, qui ont été victimes d'une colonisation pas que physique, mais culturelle et idéologique aussi. Pour moi, c'est ça qui a quand même donné force à mon unicité, qui m'a permis de dire oui, je suis différent, mais regarde toutes ces personnes qui sont différentes et magnifiques et belles et charismatiques. Donc, j'ai le droit d'être différent, j'ai peut-être même l'obligation d'être différent si j'écoute les valeurs que le hip-hop m'a transmises. Et donc oui, j'utilise le rap. J'utilise le rap pour me communiquer. J'utilise le graffiti aussi. Mais je crois que mes formes d'art aussi, avec mes rencontres, ont dépassé certaines de ces frontières, certaines de ces catégorisations-là aussi. Moi, Salvador Dali m'avait dit probablement la citation qui m'a le plus marqué à vie, mais en entrevue, il s'était fait demander s'il était un bon peintre. Il a répondu qu'il n'était pas un bon peintre. Il a dit Salvador Dali, c'est pas un bon peintre. Et là, ça a surpris tout le monde parce que Salvador Dali était vu comme quelqu'un très égocentrique et très mégalomane. Tout un personnage. Et donc, tout le plateau de tournage a été très surpris de sa réponse. Et il y a eu comme un silence. Et il a laissé 2 secondes de silence, 3 secondes de silence pour ensuite dire « Mais il est important de savoir que Salvador Dali est l'œuvre la plus importante du siècle. » Et donc, moi, ça m'a fait réaliser qu'en fait, Salvador Dali lui-même, c'était son œuvre favorite. Et donc, l'œuvre n'était pas la peinture qu'il produisait, l'œuvre était la personnalité qu'il produisait, duquel découlaient tous les produits dérivés qui étaient la peinture, les pièces de théâtre et tout le reste. Et donc, moi, très tôt, j'ai compris que je devais construire mon mind, mon soul, mon identité, mes choix vestimentaires, mon vocabulaire, ma discographie devait tout être créé dans l'unicité et dans le désir de créer un legs unique à mon expérience humaine, à ma personnalité, à ma nuance chromatique et ainsi de suite. Ouais. On peut juste se faire un petit loop. Allez, faisons ça. Ben, c'est vraiment fascinant. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, la vie fait bien les choses. Puis, d'avoir eu cette intuition-là de revenir vers toi, d'avoir tendu une perche. En ce moment, je suis en train d'écrire un texte parce que j'ai la version YouTube, puis j'ai aussi des textes que j'écris en parallèle. Oui, c'est vrai. Dont celui que tu m'as envoyé récemment, non? Okay, sur justement les automatistes, puis le refus global. Le refus global et tout ça, ouais. Puis comment est-ce qu'il y avait un lien fort, en fait, entre les automatistes puis le mouvement surréaliste dont Salvador Dali 100%. faisait partie. T'sais. Et donc, il y a eu on y a goûté quand même... d'une certaine manière, oui, bien sûr. Au Québec. À cette sauce-là, à ce mouvement-là. À cette sauce-là, à ce mouvement-là. Puis, aujourd'hui, comment est-ce que tu vois le paysage, dans le fond, culturel québécois, peut-être du point de vue du milieu hip-hop, rap, mais aussi en général? Oui. Ben moi, tu vois, il y a une interaction qui m'a beaucoup plu récemment. Il y a environ 6 mois, je faisais mon épicerie tranquillement. Puis il y a une personne qui m'a abordé, puis qui m'a dit « Tu sais, Monkey, là, des artistes comme dans le refus global, là, il s'en fait plus dans notre génération. J'avais cette conversation-là avec mon frère, puis mon frère, il m'a contredit. Il m'a dit « C'est pas vrai, Monkey, c'est un de ces artistes-là. » Puis il m'a dit tout un discours pour me dire qu'il félicitait le fait que même si j'avais peut-être pas autant de visibilité que certains de mes confrères de ma génération, que je portais le flambeau pour quelque chose de plus profond et que quelque chose qui s'est perdu entre-temps. La quête de popularité a été dénudée d'une mission plus profonde. Avant, beaucoup des artistes, la popularité était un outil pour passer un message, pour changer le monde, pour faire de l'argent et créer un centre culturel, peu importe, mais il y avait une mission plus profonde. Même Mos Def et Talib Kweli qui ont formé un groupe qui s'appelle Black Star. Lorsqu'ils ont sorti leur premier album, à 2, ils ont acheté une librairie dans Brooklyn. Et donc ça, pour moi, c'est un truc très original. Des rappers, plutôt que de s'acheter une grosse voiture, s'achètent une librairie, financent la littérature pour le ghetto et tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est tous des petits moments qui m'ont confirmé le fait que je devais me battre pour quelque chose de plus grand. Et je crois que c'est peut-être même le fait que je me bats pour quelque chose de plus grand qui fait en sorte que je n'ai pas la visibilité que certains autres artistes, peut-être plus de surface,
eux vont avoir accès parce que mon propos peut être dérangeant, mon propos peut être imprévisible, subversif, et aller à contre-courant de l'agenda national. Ouais. Donc, mais moi, je te dirais que oui. Moi, je te dirais qu'il y a un manque. Il y a un manque de purpose. En français, je sais pas comment raison je peux dire ça. d'être. Ouais, il y a un manque de raison d'être. Beaucoup d'artistes le font de manière très dans le présent. Dans le quantitatif, là. Ils vont voir combien ça va me rapporter. Puis... 100%. Très commercial comme approche. Ouais. Moi, ça n'a jamais été ça. Moi, mon idée, bon, évidemment, il faut survivre, il faut payer les bills, mais je dirais 80% de ce que je produis est donné bénévolement aux communautés qui m'inspirent. Il y a 20% de ce que je produis est contractuel et ce 20%-là finance le 100% de mes activités. Donc, j'arrive à faire en sorte que les grandes corporations pour qui je travaille financent mes activités en Ouganda, mes activités au Mexique, mes activités au Rwanda. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de ne pas être rémunéré en dehors de l'Occident. Donc, quand les gens me voient en voyage au Mexique ou au Pérou ou peu importe, toutes les murales que je vais faire vont être données gratuitement. Tous les concerts que je vais faire vont être donnés gratuitement. Tous les formations que je vais donner, toutes les conférences que je vais donner, tout ça est donné gratuitement à ces communautés-là. Pour moi, c'est une manière de rebalancer le fait que nos devises n'ont pas la même valeur à travers le monde, le fait qu'on n'a pas les mêmes opportunités d'obtenir des visas et de voyager. Ouais. Et donc, ma manière à moi de vivre cette réalité-là est de nettoyer mon crédit karmique en redonnant généreusement à tous les gens que je considère qui le méritent sur mon parcours. Plutôt que de miser, disons, sur des NGOs, des organisations à but non lucratif qui vont s'établir dans les pays. Toi, tu décides de prendre le truc en main. Ouais, puis de... l'échange direct. Tous mes vêtements depuis 10 ans sont confectionnés par moi. J'achète mes tissus en Afrique auprès de commerçants locaux. C'est des couturiers locaux qui coupent pour moi. Donc, depuis 10 ans, 90% de mon argent vestimentaire est investi en Afrique. Peut-être 60% de mon argent de vidéoclips est investi en Afrique. Je fais mes vidéoclips en Afrique pour payer ces cinéastes-là locaux en Afrique, les danseurs. Et donc, pour moi, il y a un côté très joindre l'utile à l'agréable dans l'idée de rencontrer l'autre et d'être généreux envers l'autre. Ça m'apporte un plaisir incroyable et en plus, c'est que ça rouvre des relations à long terme qui vont m'éduquer. Moi, je me proclame enfant de l'humanité, enfant de l'Afrique présentement parce que grâce à ma générosité envers l'autre, la générosité appelle la générosité. Et donc, il y a des gens qui m'ont offert des expériences uniques dans des moments de ma vie où j'en avais vraiment besoin. Et donc, moi, je crois que c'est une forme de permaculture culturelle, tu vois. C'est un truc où tout nourrit tout. Il n'y a pas d'énergie qui est perdue parce que tu donnes pas d'amour à des haineux. Tu donnes de l'amour qui construit plus d'amour et plus de partage. Et ça, je dirais que c'est une de mes fiertés. Une de mes fiertés dans ma vie, d'avoir accès à toutes ces communautés-là, de pouvoir partir demain matin dans n'importe quel continent et d'être accueilli, d'avoir un toit, d'avoir un mur à peindre, d'avoir une galerie à exposer, d'avoir un studio pour enregistrer mes chansons. Je dirais que c'est dans mes plus grandes richesses du monde. Et je crois que c'est en lien avec justement ce qu'on disait plus tôt, le fait que j'ai un purpose. Les gens peuvent le voir dans mon art, que mon art ne sert pas à mon auto-glorification, que je suis un amoureux de Dieu, amoureux du monde spirituel, que j'essaie d'avoir une cohérence éthique et philosophique dans ma vie, malgré nos contradictions, malgré nos vices et nos démons. Il y a des gens qui ne se soucient pas de cette cohérence-là. Moi, j'arrive à voir qu'on a des grandes contradictions humaines dans notre vie présentement et de trouver une manière de réconcilier l'ensemble de qui je suis à travers l'art, à travers la relation à l'autre. Pour moi, ça fait partie d'un objectif prioritaire, là. Wow! Une légende vivante. Je crois que les légendes, c'est nous qui les créons. Je crois qu'on a tous la capacité de devenir des légendes si on vit notre destinée à 100%, si on enraye petit à petit nos peurs de l'échec,
si on ose prendre le risque d'être soi-même, si on ose foncer vers ses rêves et ses objectifs, je crois que on n'obtiendra jamais notre trône dans le confort. Donc, Ouais. Donc, de toujours aller vers son edge. Là, ouais, son, aller vers son edge, aventure, aller vers puis l'inconnu, l'inconnu. même vers soi-même, fouiller dans des endroits, trouver de nouvelles techniques pour fouiller à l'intérieur de soi-même, de guérir certains traumatismes multigénérationnels, de se regarder en pleine face, de ne pas avoir peur d'avoir honte et d'être fier, tu vois, Ouais. moi, je pense que les légendes sont faites de ça. Il n'y a aucune légende qui est devenue une légende en ne prenant pas de risques. Donc, les légendes sont créées de gens qui ont eu la vision et l'avant-garde pour pouvoir voir une possibilité et foncer à 100% dans cette possibilité-là. Moi, j'avais la chance de devenir un peintre professionnel. C'était pas un automatisme. C'était pas un truc qui était assuré. Comme j'ai vu la vision et la possibilité de devenir peintre professionnel, j'ai fait les choix nécessaires et j'ai pris les risques nécessaires pour dire à la vie que ça, c'était mon choix numéro 1 et que peu importe le plan B et le plan C, mon plan A allait être investi dans le sacrifice et dans la foi complète. Wow. C'est beau parce que ben, ça me fait du bien, on dirait, de marcher avec quelqu'un qui n'a pas peur d'utiliser le mot Dieu, le mot foi. Pardon-moi. Oui. Puis, c'est comme pleinement assumé. Puis, tu sais, tu parlais de honte. La Oui. question qui m'est venue, tu sais, j'ai comme au Québec, on parlait des automatistes. Il y a eu Ouais. le refus global. Il y a eu Ouais. qui a mené indirectement ou directement à la Révolution tranquille. Ouais. Là, maintenant, on dirait qu'on a honte d'aborder la thématique du sacré, entre autres. Oui. Tous ces mots-là, tu sais. Je crois aussi que c'est avec. beaucoup une question de sémantique, une question de Est-ce qu'on comment passe les un mots dernier sont petit utilisés. Ouais. Parce que je crois que le Québécois, de manière générale, n'a pas peur du monde spirituel, mais il a été brainwashé contre les religions institutionnalisées. Ouais. Et pour bonne raison. Ben oui, en fait, je crois qu'on vit beaucoup. On vit une époque où on est en réaction, tu vois. Tu sais, moi, je vis beaucoup dans la compréhension qu'il y a une thèse. Après ça, il y a quelqu'un qui va arriver avec une antithèse. Puis de cette thèse et de cette antithèse-là, naturellement, tu vas pouvoir créer une synthèse qui reprend les deux côtés de la médaille pour faire une perspective complète de la situation. Mais là, je crois qu'on a vécu la thèse du fait que la religion devait être ton autorité principale, puis qu'ils étaient parfaits, puis tout ça, quand on a très bien vu que c'était pas le cas. Il y avait des génocides qui étaient justifiés par les livres saints. Il y avait de la corruption, il y avait tous les vices sont retrouvables dans les grandes instances religieuses, tu vois ce que je veux dire? Et donc là, je crois qu'on a vécu une réaction à ça et une antithèse de dire, ah ben là, c'est le démon. Ça, dans le fond, c'est le signe, le plus grand signe du démon et du mensonge. Donc, il n'y a rien de tout ça qui existe. Et donc là, on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais je crois qu'on est prêt à une époque de synthèse. Tu sais, comme la femme a été opprimée toute sa vie. Là, on vit une forme de féminisme réactionnaire, parfois qui va trop loin ou qui est déconnecté d'une réalité réelle. Mais je crois que et dans l'ancien monde, et dans le monde traditionnel de comment on gérait les familles, et dans le nouveau monde moderne de comment maintenant on gère les familles, il y a une partie de bonté et de vérité et d'efficacité, et qu'il nous faudrait trouver une forme de synthèse à ces deux mondes-là pour avoir un truc qui est plus harmonisé à notre vraie nature humaine. Ben, je crois qu'au niveau de la spiritualité, c'est la même chose. Je crois que là, on a vécu sous la dictature religieuse. Là, on vit sous une forme de dictature scientifique, économico-militaro-scientifique. Et de l'État aussi. Et de l'État. Qui est le nouveau clergé. Là. Et donc, moi, je crois qu'on est capable, on a la conscience capable et l'intelligence capable de créer une forme de synthèse de ce qui nous est arrivé pour en créer une solution plus pertinente que juste être dans la haine et dans la réaction. Complètement. Moi, je considère ça comme une action révolutionnaire. Parler de Dieu au Québec, dans ma musique, dans mes peintures, c'est un truc qui va naturellement... il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à ce vocabulaire-là. Et
Mais moi, je l'utilise pas à la légère non plus. Je l'utilise dans la cohérence complète de ma compréhension du monde. Tu vois, moi, je prie tous les jours. Je sais qu'on s'autoprogramme. Je sais certains trucs scientifiques comme le placebo nous a prouvé que l'esprit humain peut se transformer, peut transformer sa réalité. Après séance sur la matière. Exactement. Que si tu crois en quelque chose, spirituellement, tu vas influencer le monde physique et le monde tangible aussi, les choses qui vont t'arriver, les gens que tu vas rencontrer, et ainsi de suite. Donc moi, je le vis sans gêne. Je le vis sans gêne, ce vocabulaire-là. Et aussi, je crois que tout comme moi qui passe beaucoup de temps à connaître la culture des autres, je crois que ça m'a apporté aussi à connaître les propres couches de racisme qui m'habitaient. Les êtres humains, on a tous grandi sous une programmation nationale, sur certains films qui ont changé notre compréhension du monde. Et donc je crois que d'avoir ce vocabulaire-là va t'appeler aussi les guérisons nécessaires à tes blocages philosophiques. Tu vois, moi, il y a beaucoup de racisme et d'eurocentrisme et de colorisme qui étaient là inconsciemment dans comment la vie se vivait parce qu'on se fait bombarder à la télé par ces vocabulaires-là, par ces idées-là constamment. Il y a une artiste qui s'appelle Lauryn Hill des Fugees qui avait fait l'album Miss Education. Ça, moi, ça me parle beaucoup. J'ai comme l'impression qu'on a tous un programme national, peu importe c'est quoi notre nation, et que c'est une forme de Miss Education pour nous rendre utiles à l'agenda national du moment. Mais je crois qu'on a besoin de désapprendre beaucoup de choses. Et moi, d'avoir ce vocabulaire-là me permet d'appeler les choses que j'ai besoin de désapprendre concernant Dieu, concernant la religion, concernant l'autre, concernant les races et les nationalités et les religions et tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé quand tu utilisais thèse, synthèse, antithèse, ou thèse, antithèse, synthèse, pardon. Puis, on pourrait dire à quelque part que le refus global dont on parlait tout à l'heure, ça a été une espèce de matérialisation de l'antithèse. Oui, 100%. 100%. Le clergé, puis le narratif du clergé clérico-nationaliste étant la thèse, puis là, on serait prêt à une forme de synthèse. Oui. C'est drôle parce que dans l'écrit que je suis en train de faire en 3 parties en ce moment, l'art va-t-il sauver le monde? Oui. Ben, c'est un peu à ça que j'appelle. C'est qui la gang qui va écrire le prochain... au lieu d'être le refus global, ça va être l'acceptation globale, peut-être. Mais je crois qu'on a besoin d'un tel... manifeste. D'un tel manifeste, d'un tel step de conscience, tu sais, puis de dire au niveau intellectuel, au niveau philosophique, au niveau même spirituel, tu sais, de réintégrer toutes les parties qu'on a laissées derrière. 100%. Tu parlais du bébé avec l'eau du bain, c'est une expression que j'utilise puis qui revient souvent par rapport à la Révolution tranquille. Puis moi, je le nomme le sacré, tu sais. On a tous balancé le sacré et donc tout le vocabulaire aussi qui va avec. 100%. Puis... je suis curieux de savoir, je demande à tout le monde avec qui je vais marcher, mais la définition à toi du sacré dans ta vie. C'est une belle question. Ben, je crois que le sacré, mettons si j'y vais, j'aurais plusieurs manières que je pourrais répondre à ça, mais une que je crois qui est peut-être plus unique et différente des autres, ce serait l'idée que le sacré, c'est de comprendre que dans notre autoprogrammation personnelle, il y a des endroits qui vont reprogrammer beaucoup de circuits d'un seul coup. Notre compréhension, par exemple, du bien ou du mal va être une structure dans laquelle va s'ajouter toutes nos autres compréhensions du monde dans cette compréhension-là. Et donc, le sacré, par exemple, c'est, par exemple, de savoir que, je sais pas moi, de savoir que d'avoir du respect pour soi-même, c'est important. Ben, si je suis en train de dire « Ah, c'est que je suis pas bon », mais là, je viens de briser le sacré de mon autoprogrammation. Et donc, et comme cette idée-là de blasphémer envers la force qui m'habite va créer beaucoup d'influence sur ce que je pourrais ou ce que je ne pourrais pas accomplir plus tard, ben là, ça devient comme de briser le sacré. Le sacré de ta capacité de co-création, elle va être influencée par ce en quoi tu crois. Donc, si
tu crois que tu es malade, l'effet placebo risque de te rendre malade. Ouais. Et donc là, c'est ça le sacré. Le sacré, c'est la magie interne qui nous habite, qui va nous permettre de s'auto-programmer à l'image que l'on désire. Et donc ça passe par notre compréhension de Dieu, notre compréhension de nous-mêmes, notre compréhension des rituels nous permettant d'accomplir les choses qu'on doit accomplir, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est relié à la religion par le fait que la religion a créé certains rituels sacrés pour obtenir des résultats dans le psyché humain. Mais je crois qu'on a tous ces mêmes rituels-là. Si on choisit de se réveiller et d'ouvrir Instagram plutôt que de prendre un verre d'eau et de faire une prière, ben là, notre manière de gérer le sacré est remis aux réseaux sociaux plutôt que d'être remis à notre force interne immuable, tu vois. Et donc, pour moi, le sacré, c'est beaucoup ça. C'est ce noyau-là nous permettant de vivre une belle vie. Lorsqu'on le blasphème ou lorsqu'on intervient contre lui, on risque de créer des courts-circuits dans la capacité d'atteindre les choses qu'on veut réellement. La Bible parle même qu'on peut blasphémer contre tout, mais si on blasphème contre l'Esprit Saint, il n'y a pas de retour contre ça. Et l'Esprit Saint, c'est notre subconscient, c'est notre capacité à être des dieux nous-mêmes, notre capacité à changer qui l'on est, notre capacité à contrôler nos vies. Donc, si on vient parler contre ça, il n'y a pas de pardon pour ça. Si moi, je dis « Ah, c'est que je suis épais, c'est que je suis niaiseux », mais là, je viens de briser le Saint-Esprit qui est ma capacité de tout faire ce que je veux dans la vie, bien là, il est brisé. Parce qu'il y a certaines choses que je ne pourrai plus faire de par mon incapacité de voir que je me mets des menottes en ayant une certaine pensée envers moi-même ou envers l'autre ou envers la vie, et ainsi de suite. C'est peut-être complexe, mais... donc... Moi, ce que j'entends, si je peux justement en faire la synthèse de ce que j'ai entendu. S'il te plaît. Mais il y a quelque chose par rapport à la force de vie qui nous habite, qui est divine, dans ce que j'entends de ta part. Puis que quand on blasphème contre ça, c'est-à-dire quand on la brise ou qu'on la diminue, ben c'est comme... ça serait comme... désacraliser finalement 100%. La vie, à commencer par nous-mêmes. Puis si on ancre cet état-là en nous, c'est sûr qu'on va s'amener dans le monde, puis qu'on ne le verra plus, le sacré, puis qu'on va détruire la planète. 100%. Ouais. Si on ne voit plus le sacré en nous, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'on ne voit plus le sacré en rien du tout autour de nous non plus. Hein? Et donc, pour moi, c'est ça, cette idée-là. Il y a un truc sacré dans notre capacité de créer des rituels de transformation. Parfois, on les emprunte de traditions déjà existantes. Parfois, on les crée à partir de zéro. Mais je crois que c'est sacré, savoir que cette vie-là, elle est à nous, qu'on est notre propre sauveur, puis que les choix qu'on fait ont une influence sur notre destinée et sur notre futur et le futur des gens qui nous entourent. Et ça, c'est très sacré. Il y a un jeu de mots que je trouve intéressant. Les gens disent en remplaçant sacred, en remplaçant le C de sacred et en le mettant devant le A, ce qui est sacred est devenu scared. Ouais. Puis c'est beaucoup comme ça. Hein. On va essayer de nous diminuer dans... tu sais, moi, je produis de l'alchimie à travers l'art visuel. Puis c'est l'idée de notre maillon faible peut être notre maillon fort. Donc, par exemple, si je vois un mur et le mur, il y a une craque dans le mur, ça, c'est le maillon faible du mur. Mais si moi, avec la craque, je crée un tronc d'arbre, puis que là, ça devient la composition principale d'une œuvre d'art magnifique, bien là, j'ai transformé le maillon faible en maillon fort. Wow. Et donc, je crois que nous, on a la capacité sacrée de faire ça avec nos personnalités aussi. Ouais. Plutôt que d'insulter ce qui en nous est différent de l'autre, de le mettre sur un piédestal, de le célébrer, redonne sacré à nos choix de vie. Ouais. Puis c'est même, disons, on arrive, là, bientôt, on termine notre marche, là, mais il y a quelque chose qui me vient en terminant, puis j'essaie de suivre un peu la tangente, justement, du texte que je suis en train d'écrire. Tu parlais de Dali, des surréalistes. À l'époque peut-être un petit peu avant le refus global, mais quand même dans ces années-là, le 30, l'époque du Plessiste au Québec, il y avait un autre drapeau que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait le Sacré-Cœur en plein centre, qui est quand même au-delà, mettons, du dogme catholique, qui est quand même un symbole très fort, parce que le cœur même est un peu la force de vie qu'on essaie de nommer. L'empathie, la relation à l'autre. Voilà, tu sais, puis même
aux États-Unis, il y a le HeartMath Institute qui étudie toute la mécanique magnétique du cœur, comment est-ce que le cœur envoie plus d'informations au cerveau que l'inverse. Yeah. Donc, il y a toute une révélation Vraiment, autour de ça. Tu sais. Mais en même temps, le Sacré-Cœur, il y a sa couronne d'épines aussi. Tu sais, c'est-à-dire, on a toutes nos blessures, on a toutes nos... Puis que ces maillons faibles-là, comme tu disais, peuvent être transmutés 100%. tu sais, vers pour devenir une beauté unique. Voilà. Quelqu'un, elle aime pas, elle a un grain de beauté sur le bord du nez. Pour elle, c'est un défaut. Ouais. Mais pour l'homme qui va tomber amoureux d'elle, ça va être un truc de charisme unique à cette personne-là, tu vois. Ouais. Donc, je crois qu'on a cet espace-là. On parlait de quoi? On parlait de l'empathie, on parlait du cœur. Oui, on parlait des épines. Je crois aussi que ces épines-là, c'est un symbole aussi. La personne qui choisit d'être empathique va vivre dans la douleur parce que l'humanité est remplie de douleur. Et lorsque tu choisis de rester ouvert à l'autre, tu vas devoir être affecté par la douleur ambiante contemporaine, tu vois. Donc, je crois que c'est un peu ça aussi, la souffrance de l'élu, la souffrance de celui qui voit clair, c'est le fait que la souffrance est partout. Donc, si tu vois clair, tu vas voir la joie, les miracles, mais tu vas aussi voir l'autodestruction et la douleur humaine qui existe aussi, tu vois. Comme un élastique, plus on se permet de toucher à la douleur, plus on va se permettre aussi de vivre des expériences transcendantes au niveau de la joie, au niveau de... Ouais, ça me fait penser à mon poète favori qui est Khalil Gibran. Ouais. Et lui, il dit « La joie, c'est le volume d'eau permettant de revenir au niveau de la Terre, disponible par le trou creusé des douleurs. » Donc, le plus que tes douleurs auront creusé profondément, le plus que tu auras la chance d'avoir un grand volume de joie, vu la quantité d'eau plus grande qui pourra être remplie quand il pleuvra. Et ça me plaît énormément, visuellement, de dire, oui, OK, peut-être que je souffre parce que là, j'ai un ami à moi qui est alcoolique, puis j'essaie de l'aider à sortir de ses trucs, puis qu'au lieu de le laisser tout seul, je prends du moment dans ma vie pour l'accompagner. Peut-être que je souffre avec lui à travers ça, mais je sais que lorsqu'il sera plus en prise avec ses vices, on pourra les deux célébrer dans une joie beaucoup plus grande. Et ça, c'est un petit exemple anodin, mais cet exemple-là peut être appliqué à plein de choses dans nos vies. Merci pour cette marche. Attends, je vais le tenir de la main gauche, puis on va se faire ça de la main droite. Ah oui. Plein d'amour, frérot. Toujours Bravo un pour plaisir. ton travail. Ouais. C'est un honneur de pouvoir échanger des idées comme ça avec toi. Ben oui. T'es un chef. Yeah! À bientôt. Plein d'amour, la famille. J'ai une petite traite. C'est bon? Quand le stress personnel te fait perdre sommeil et que tu crois être cette personne que personne n'aime, tu fit pas dans mes shoes. For sure you would lose. Dans ma paire de semelles, même pour une fin de semaine. On est tous beaux et uniques et personne ne peut marcher dans des chaussures à nous. Cette destinée nous est réservée à nous seuls. Remplaçons le je par le nous et je nous verrai plus jamais à genoux. On est ensemble, la famille. Alors c'est tout pour cet épisode-ci de Sacrum, j'espère que vous avez apprécié. Une chose que moi je retiens de ma conversation avec Monkey, c'est que pour être un artiste indépendant, il faut savoir prendre des risques et se mouiller. Mais il y a toujours une façon d'y arriver. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de la conversation? Écrivez-le dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Et n'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. À bientôt.